Retour à question d'actualité sur les ondes de la Radio VM en compagnie de Jean-Philippe Trottier. L'image du Canada, on y reste. On en a parlé lors de la mise à jour économique de Christopher Freeland il y a une semaine. Alors, je reviens à cette question qui est dans la suite. L'image du Canada serait-elle une bulle? Une bulle, c'est-à-dire qu'elle peut éclater à tout moment. Autrement dit, est-ce que la situation réelle du pays correspond à sa réputation ou ce que l'on dit? Se pourrait-il plutôt que nous nous soyons endormis sur nos lauriers ces dernières décennies et que le réveil soit brutal? Autre question, serions-nous la nouvelle Argentine, naguère prospère mais désormais à genoux? C'est ce que suggère Philippe Labrec, chroniqueur sur plusieurs plateformes et qui a publié sa réflexion dans le magazine Les Affaires, là où il travaille également. Bonjour Philippe Labrec. Bonjour. Vous êtes aussi auteur du livre « Comprendre le conservatisme en 14 entretiens » paru chez Libert. En quelle année ça déjà? 2016. 2016. Et si je pourrais préciser, je ne travaille pas pour Les Affaires. C'est plutôt une collaboration avec eux. Ah, ponctuelle, hein? Oui, exact. D'accord, très bien. L'image du Canada est-elle une bulle? C'est choquant comme titre. Enfin, plaisamment choquant. Enfin, du moins, ça fait réfléchir. Ouais, disons que l'image m'est venue spontanément en lisant un rapport de Douglas Porter. De qui? Douglas Porter, oui, qui est l'économiste en chef de la Banque de Montréal, oui. qui a récemment rédigé un article, une analyse à propos de la baisse de productivité canadienne. Quelque chose d'assez, je dirais que l'article est plus choquant que mon titre. Dis donc. Parce qu'il défend la position ou du moins il démontre que la productivité canadienne est en baisse. Elle n'est pas seulement moins accentuée que la croissance de la productivité américaine, ce qui serait simplement une baisse relative, mais elle est une baisse objective. Donc, on est simplement moins productif qu'on l'était voilà quelques années. Et comme Porter le souligne de façon très pertinente, la productivité est directement liée à notre qualité de vie, notre richesse individuelle et collective. Comment mesure-t-on la productivité? J'ai une vague notion, mais je ne saurais jamais le décrire à qui que ce soit. Ouais, comme Porter l'a dit, la façon la plus pertinente est sûrement la productivité, le PIB par heure travaillée. Donc, le PIB étant la somme de toute richesse produite annuellement au Canada. Oui. On le divise par le nombre d'heures travaillées. Par tous les Canadiens. Par tous les Canadiens, exactement. Oui, d'accord. Toute personne résidant au Canada. Hein. Donc, les Canadiens oui, ceux qui n'ont peut-être pas la nationalité, mais qui travaillent ici et qui contribuent à l'économie d'une façon ou d'une autre. Donc, on divise simplement la production de richesse totale par le nombre d'heures travaillées. Mm-hmm. Et ça vous donne un indice qui est très parlant de ce qui est la productivité dans un pays, dans ce cas-ci le Canada. Mm-hmm. Et un chiffre acceptable pour une productivité en progression constante, elle serait de quel ordre? C'est difficile de chiffrer. Et surtout, c'est que le chiffre comme tel est plus ou moins important parce que vous voyez, ce qui est important, c'est qu'ils sont en hausse. Oui, tout simplement parce que ça fait que le prix des choses, des biens, des services baisse en moyenne. Oui. Et donc, ce qu'on appelle les salaires réels augmentent. Et donc, votre pouvoir d'achat augmente. Et donc, votre qualité de vie augmente. Mm-hmm. Quand on a l'inverse, on a une productivité qui baisse. Donc, la création de richesse par heure travaillée est en baisse. Même si vous partez au plus haut des niveaux, vous expérimentez un déclin, ce qui veut dire que votre pouvoir d'achat baisse, votre qualité de vie décline et donc votre pays s'appauvrit. Mm-hmm. C'est la façon dont il faut comprendre, je crois, la productivité. C'est pas un salaire horaire. Pour avoir discuté de l'article avec quelques amis, on ne parle pas d'un salaire horaire ici, on parle bien de la quantité de richesse créée par heure de travail. On peut simplement aussi dire quantité de richesse créée par habitant, ce qu'on appellerait le PIB par habitant, voilà, oui. Qui est un autre indicateur pertinent, mais comme Porter l'a dit, le PIB par heure travaillée est un indicateur de la productivité qui mélange à peu près tout dans le sens innovation, efficacité au travail, maximiser le talent des individus qui font partie du pays. Mm-hmm. Et sûrement l'indicateur le plus pertinent dans ce cas-ci pour comprendre la productivité et donc son lien avec la qualité de vie. Philippe Labrec, puisqu'on est dans les définitions, une bulle spéculative, tout le monde sait ce que c'est, parce que quand on voit le Dow Jones dégringoler, on sait ce que c'est qu'une bulle. Est-ce qu'il y a une définition technique d'une bulle spéculative ou pas? Je crois que votre texte dans les affaires en parle aussi. Oui, exactement. Non? Je dirais que la définition de base d'une bulle, c'est quand la valeur perçue dépasse très largement la valeur intrinsèque. Donc, prenons l'exemple d'une maison. Sa valeur perçue est de 500 000 $, vous la payez 500 000 $, il y a un crash demain. Oui. Sa valeur réelle devient de 250 000 $. Mais perçue par qui? Par le marché? Par le marché, qui est
constituer l'individu, oui. Donc, il y a un décalage entre la perception, qu'elle soit économique ou qu'elle soit même personnelle ou internationale ou de la réputation, et la valeur réelle ou la situation réelle du pays ou de l'objet en question. Oui, j'avais surtout en tête la perception que les Canadiens ont eux-mêmes du Canada et les Québécois du Québec et du Canada. Et j'aurais dit encore un peu plus la perception des étrangers, donc des non-Canadiens, si vous voulez dire, des citoyens du monde qui pourraient potentiellement vouloir venir au Canada comme immigrants, mais pas que. Simplement, la perception du Canada de l'étranger étrangère est extrêmement positive, pour plusieurs raisons, notamment économiques, mais politique, stabilité et croissance économique. Les institutions sont solides, les banques, le secteur financier est béton, il est prudent, il est, contrairement aux États-Unis, je veux dire, nous, on n'a pas eu la crise de subprimes en 2008, par exemple. Ah non, tout à fait, on a évité la crise... Oui. On n'a pas évité la crise complètement. On a évité la crise immobilière. Si on s'en rappelle très bien, ce qu'on appelle la crise des subprimes, la crise financière. La crise des subprimes s'est transformée en crise financière globale. Oui, c'est vrai. On se rappelle que tout a commencé par un effondrement du marché immobilier américain qui s'est propagé au système bancaire américain et qui s'est propagé à toutes les banques du monde, parce qu'on s'est rendu compte que les banques d'un peu partout dans le monde avaient en gros acheté des produits dérivés du marché immobilier américain et du marché bancaire américain. D'accord. Le Canada n'a pas évité la crise financière. Je me rappelle très bien par expérience personnelle, le marché de l'emploi était en dépression totale au Canada à l'époque. Les salaires étaient très bas, c'était extrêmement compétitif. On se battait pour des salaires de crève-faim, j'ai envie de dire, c'est une blague, mais à peine. Les salaires étaient très bas. Mais on a évité le crash immobilier. On se rappelle que les prix donc, du marché immobilier canadien ont à peine baissé. L'infléchissement a été mineur. Ça a été à peine ressenti. C'est reparti à la hausse tout de suite après. Au Canada, mais pas aux États-Unis, ça a pris un peu plus de temps. Mais je dirais que c'est ce qu'on a évité au Canada sans éviter la récession et la crise financière, par contre. Alors justement, venons-en à l'immobilier. Vous en parlez dans votre texte, dans Les Affaires, Philippe Labrec. Le Canada est-il une bulle? C'est ça le titre? L'image du Canada est-elle une bulle sur le point d'éclater? Ouais. Voilà, ça, dans Les Affaires. L'immobilier, bon, évidemment, la crise du logement, l'immobilier est très cher, les loyers ont... Tout le monde dit que c'est un rattrapage par rapport à Toronto, Vancouver et dans une moindre mesure Calgary, mais quand même, ça coûte bonbon maintenant se loger au Québec, notamment à Montréal. Est-ce que ça augure, puisqu'on parle de bulle spéculative, est-ce qu'il y aurait une bulle de l'immobilier qui est prête à éclater ou un atterrissage en douceur, puisque tout au Canada se fait très, très mollement? Bonne question. Là, le nom m'échappe, mais un analyste financier d'un groupe montréalais et torontois qui en est venu à la conclusion que le Canada traversait la pire bulle dans le secteur immobilier de son histoire. Philippe Colmar? Philippe Colmar, oui, j'aurais dû me rappeler son prénom au moins. Non. Donc, Philippe Colmar avait déclaré dans les médias canadiens que oui, la bulle immobilière, canadienne était la pire de son histoire et qu'elle était sur le point soit d'éclater, soit d'éclater, mais à long terme, très, très tranquillement, très graduellement sur les prochaines années, voire la prochaine décennie. Donc, il n'y aurait pas de chute abrupte, mais on risque de vivre une dépression immobilière pendant, disons, les 5 ou 10 prochaines années où les prix ne feront que baisser graduellement, comme j'ai dit. Au lieu d'une bulle comme celle de 2008 aux États-Unis, 2007-2008, où les prix s'étaient effondrés d'une journée à l'autre ou presque. C'était très soudain comme écroulement. Et là, le danger, c'est que les chiffres de mémoire. Aux États-Unis, l'investissement en ce qui a trait à l'immobilier en 2008 ne dépassait pas le 13% de tous les investissements. Oui. Donc, tout dollar, tous les capitaux investis dans l'économie américaine, 13% de ces capitaux allaient vers l'immobilier. Au Canada, aujourd'hui, on dépasse le 40%. Attendez, le PIB canadien... Pas le PIB, non, les investissements. Les investissements canadiens dans l'économie, toute origine confondue, j'imagine, vont dans l'immobilier, 40%. Je pense qu'on a atteint un sommet à 42-43, et là, ça a commencé à baisser. Ouais. On est peut-être à 40 ou à 39 en ce moment. Ça a commencé à baisser il y a 1 an ou 2. Là. Mais c'est bon signe, alors? Ou c'est trop peut-être un signe de ralentissement économique généralisé. Ça dépend. Je veux dire, on va voir. On va voir dans les 12 prochains mois en particulier. Ça peut être bon signe. C'est sûr que c'est relatif, c'est un pourcentage. Donc, admettons qu'on est à 40% d'investissement dans l'immobilier. De tous les capitaux investis au Canada vont vers l'immobilier, ce qui est énorme. Il n'y a aucun autre...
je crois, il n'y a aucun autre pays qui dépasse les 20 ou les 25% en ce moment-là. Donc, au sein de l'OCDE. Au sein de l'OCDE, donc les pays industrialisés, la grande... La Chine, par contre, je crois que ça dépasse les 40%. Elle a beaucoup de problèmes maintenant. Oui, exactement. Oui, ils ont des problèmes similaires, peut-être plus grands. Mais bon, on parle du Canada en ce moment. Là. Comme je dis dans mon texte, c'est une épée de Damoclès qui pend au-dessus de l'économie canadienne parce que l'économie canadienne est tellement dépendante de l'immobilier que si on devait avoir un crash ou un déclin graduel substantiel sur les 5 ou 10 prochaines années, ça ne pourrait que tirer l'économie vers le bas. Oui. Et donc faire mal à tous les secteurs en même temps. Il y a d'autres éléments qui rendent la situation inquiétante au Canada. On reste dans l'économie, Philippe Labrec, pardonnez-moi. Le marché intérieur a l'air assez protégé. Je vois les transports aériens, par exemple, il y a très peu de concurrence. Les épiceries, on parle d'inflation à l'épicerie, mais parce qu'il y a très peu de supermarchés qui se partagent la tarte canadienne de 40 millions d'habitants, de consommateurs. On a l'impression d'être une colonie privilégiée de Londres, ce qu'on était naguère, mais que les choses n'ont pas vraiment changé, même après le traité de Westminster en 1931 qui reconnaissait l'autonomie du Canada. Je dirais que ce qui n'a pas changé, c'est le dirigisme économique. Dirigisme est peut-être un peu fort comme mot. Oui, on pourrait dire interventionnisme étatique dans l'économie. Oui. Mais ça mène à une stagnation de l'innovation et donc de la productivité. La productivité est souvent le résultat d'une innovation qui fait que chaque travailleur par heure devient de plus en plus productif. Oui, donc, et d'où vient l'innovation? Souvent de la compétition. Et quand on a un marché comme le Canada, qui est très largement réglementé et très largement, comme j'ai dit, le résultat de l'interventionnisme étatique qui choisit les gagnants et les perdants du marché, ce qui est donc plus un marché libre, par définition, quand l'État décide qui devrait survivre en termes d'entreprise, je veux dire, qui devrait aller de l'avant et qui ne devrait pas, et quels secteurs sont privilégiés face à d'autres, on se retrouve dans une économie qui est très largement le résultat des décisions gouvernementales. Et tout ça affecte négativement, comme je disais, la productivité, l'innovation principalement. Et on se retrouve avec, comme vous avez dit, presque des oligopoles au point de vue marché aérien, téléphone cellulaire, tout ce qui est téléphonie. Gestion de l'offre. Gestion de l'offre. On parle, au Québec, on pourrait parler de... le secteur laitier, du moins, la production laitière. Les transports, c'est la même chose. Tout ce qui est communication aussi, donc les médias, très largement réglementés. On voit les problèmes dernièrement avec Québécois et Pierre-Carl Pelado, qui avait tout à fait, à mon avis, un argument respectable quand il disait, bon, on fait face à une compétition mondiale, et tandis que le gouvernement nous réglemente à un point tel où notre propre gouvernement nous met des menottes. Tandis qu'on fait face au monde entier, notamment les géants de la Californie, les géants médiatiques de la Californie, Silicon Valley. Tout à fait raison. Et qu'est-ce que ça mène à tout ça? Et oui, donc, on revient toujours à la production et à l'innovation. Ça tue ces choses-là. Donc, l'argument que j'entends souvent, la pandémie a été vraiment cruelle pour l'économie canadienne et d'autres économies aussi. On met tout sur le dos de la pandémie, ce que vous nous dites, Philippe Labrec, dans votre texte paru dans Les Affaires, c'est que le problème ne serait pas conjoncturel, donc conjoncturel lié à la pandémie, qui a eu un début et plus ou moins une fin, mais ce serait structurel. Donc, c'est dans l'ossature même de l'économie et de la vie économique canadienne que le bas blesse. Oui, ça serait facile de tout blâmer sur la pandémie. On blâme énormément de choses sur la pandémie. En fait, comme Porter l'a dit, encore une fois, l'économiste en chef de la BMO, la baisse de productivité canadienne a commencé dans les années 90. Et c'est accentué, par contre, la rapidité de la chose s'est accentuée à partir de 2015, ce qui, de toute évidence, prédate la pandémie. Elle s'est accélérée depuis 2015. C'est là où c'est important, par contre, c'est qu'avant, la productivité était peut-être pas optimale, mais elle n'était pas en déclin prononcé. Depuis 2015, ce déclin s'est accéléré et donc est maintenant prononcé et on peut s'attendre à ce que ça commence à se faire sentir au point de vue de la qualité de vie des Canadiens, des Québécois aussi, bien sûr. Donc oui, tout ça date d'avant la pandémie. Ce qui fait dire que les problèmes sont structurels, sont à la limite quasi permanents. À travers tout le Canada ou surtout dans certaines régions? C'est généralisé. C'est généralisé. On ne pourrait pas dire qu'une région s'en sort mieux qu'une autre. Il y aurait peut-être des analyses à faire, vous savez, plus fines au point de vue des provinciales. Un des rapports que je cite, d'ailleurs, se concentre sur le Québec avant toute chose, mais en vient à peu près aux mêmes conclusions. D'accord. Vous parlez des immigrants, Philippe Labrec. Beaucoup d'immigrants ou des gens à l'étranger veulent venir au Canada. C'est un pays de paix. Il y a quand même beaucoup d'atouts dans ce pays, mais pas que.
Et ce que vous semblez dire dans votre texte, c'est que ceux qui sont installés ici, et ça on n'en parle jamais, ils quittent. Il y en a beaucoup qui, pas seulement depuis hier, mais depuis quelques décennies, préfèrent retourner chez eux ou aller ailleurs. Il y a genre, donc une fuite des cerveaux assez préoccupante, non? Oui, la fuite des cerveaux date, là, j'ai envie de dire, du 19e siècle. L'histoire des personnes, disons, les plus intelligentes canadiennes quittant vers les États-Unis plus spécifiquement est une histoire qui est en parallèle à l'histoire du Canada, quand il pense. Ça fait longtemps. Mais je cite une étude, une recherche du Conference Board du Canada et qui nous dit que le nombre d'immigrants donc reçus, résidents permanents, qui décident de quitter après quelques années ou des fois quelques décennies après s'être installés au Canada pour différentes raisons, notamment le coût de la vie très élevé, les occasions professionnelles limitées, les salaires plus élevés à l'étranger, notamment encore une fois aux États-Unis, et la qualité de vie plus basse que ce que l'on croyait obtenir, fait que ces gens-là, et en particulier les gens avec ce qu'on appelle un capital humain élevé, ça veut dire éducation, diplôme et tout, diplôme, réseau professionnel, je vous dirais simplement des connaissances vastes qui bénéficient à la société dans laquelle ils participent, quittent. Ces gens-là quittent parce qu'ils se rendent bien compte qu'ils peuvent aller ailleurs et trouver mieux. Est-ce vous finissez votre texte sur l'Argentine, qui au début du 20e siècle était plus riche que le Canada, enfin le PIB en tout cas. Des tas d'immigrants européens venaient, et même du Proche-Orient, il y avait des Syriens, etc., qui allaient en Argentine. C'était un Eldorado, il y avait une croissance, Buenos Aires grossissait, rayonnait mondialement, etc., et le pays, depuis Perón peut-être, depuis les années 30-40, dégringole, ne cesse de dégringoler. Est-ce qu'on est en voie d'argentinisation? Non, je pense que c'est exagéré, on n'est pas rendu là. Mais rappelons que oui, Buenos Aires, c'était le Paris de l'Amérique du Sud. Cuba était le Paris des Antilles. On disait, Cuba, je veux dire, pardon, la Havane était le Paris des Antilles. On a vu ce qui est arrivé aux deux. Après, Cuba a eu bien sûr son histoire bien particulière, quoique l'Argentine aussi. Mais c'est tout ça pour dire que, comme j'ai dit dans mon texte, au Canada, on a ce qui me semble être une fausse perception de nous-mêmes, où on se croit de façon immuable... le plus meilleur pays au monde. Exact. On fera toujours partie de l'élite économique et politique du monde et rien ne pourrait déclasser le Canada. Comme si Dieu avait choisi le Canada comme étant ce grand pays génial qui est intouchable, qui en fait, je crois que les assises sont déjà en train de s'effriter. La structure est mal bâtie, si on peut dire. Il y a des problèmes structurels. Et donc, la chute est possible. Elle sera, à mon avis... graduelle, comme j'ai dit. Ça pourrait prendre 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, peu importe, mais les choses ne vont pas dans la bonne direction. Et je crois qu'on aurait posé la question à des Argentins au tournant du dernier siècle. Ils nous auraient dit, c'est impossible que l'Argentine décline à ce point, au point est-ce qu'on devrait se rabaisser à emprunter de l'argent au Fonds monétaire international et renégocier une dette impayable à chaque 5 ans, ou peu importe, et avoir un taux d'inflation de 100%, une devise qui ne vaut plus rien, une économie en lambeaux. Vous aurez dit non, vous êtes fous. Au Canada, en ce moment, c'est le même discours. En fait, on n'y croit pas. En fait, on se dirige vers une situation qui, à terme, pourrait y ressembler, oui. On dit en latin arx tarpeia capitoli proxima. La roche tarpéienne où on précipitait les personnages puissants est très proche du Capitole. Plus vous montez, plus ensuite vous pouvez tomber dans le précipice et on ne le voit pas, le précipice. Il y a une myopie. Oui, tout à fait. Oui, déclin lent, d'après vous, Philippe Labrec, on va terminer là-dessus. Déclin lent, donc remontée lente également. La crise de subprimes en 2008 a fait que le marché immobilier s'est effondré, mais là, il est en pleine santé aux États-Unis. Est-ce qu'au Canada... Il est revenu en force, mais je dirais que c'est beaucoup plus... Vous savez, si on compare en termes d'investissement de capitaux dans le secteur immobilier au sein de l'économie américaine en ce moment, ça reste quelque chose de proportionnel. Donc, je crois autour des 10%. Tandis que le Canada, comme j'ai dit, est monté en flèche à 40 quelques %. Et même si le prix de l'immobilier a monté rapidement aux États-Unis, là, je cite de mémoire, mais on peut calculer aussi un ratio vis-à-vis, en rapport au revenu moyen des Américains. Et on parle, je ne me rappelle plus des chiffres, là, mais c'est de 3 ou 4 fois le revenu moyen pour une maison. Tandis qu'au Canada, on est rendu à 10 fois le revenu moyen pour une maison. Absolument. Déclin lent du Canada inexorable, mais ça veut dire que le ressaisissement va être très lent également, et ce n'est qu'en 2200 qu'on va retrouver notre niveau de vie des années 60?
Ah, bonne question. S'il y a redressement, je pense que c'est plutôt la question. S'il y a carrément. Quel redressement, comment le mettre en place, comment l'effectuer, et surtout, s'il y aura redressement ou si on va se complaire dans une espèce de bien vivre relatif à d'autres pays. Parce qu'en ce moment, le Canada paraît bien, j'ai l'impression, relativement à ce qui se passe dans d'autres pays qui, à mon avis, on peut dire, je crois, objectivement, quand même pire. Là. Le Canada se compare bien aux autres pays. Disons-le simplement comme ça. C'est pas le Libéria, je comprends bien, oui. Exactement, mais c'est relatif. Oui. Objectivement, je crois qu'on s'appauvrit tranquillement, mais graduellement, et ça va être difficile d'inverser la chose, c'est pas impossible, mais il faudra voir si on aura le courage politique pour le faire. Grosse question, Philippe Labrec. Voilà, votre texte est paru dans Les Affaires. L'image du Canada est-elle une bulle sur le point d'éclater? Sur le point d'éclater. Merci beaucoup, Philippe Labrec. Au mois de janvier, d'ailleurs, on va en reparler. Voilà, oui. C'est la fin de l'émission. Demain, la mission chrétienne à l'ère du numérique et la semaine politique québécoise et canadienne. À la régie, Daniel Fortin, ici Jean-Philippe Trottier, je vous dis merci de votre fidélité et vous donne rendez-vous entre-temps à demain. Et entre-temps, je vous invite à rester à l'antenne de Radio-VM.